Alors, bonjour tout le monde à notre Zoobinaire, 4 chercheurs et un virus, édition spéciale professionnelle de la santé. Pourquoi on fait ça? C'est qu'on a eu beaucoup de questions qui nous sont parvenues des professionnels de la santé de tout acabit, là, qui disaient, bon, c'est le fun vos Zoobinaires, mais nous, on a des questions spécifiques par rapport à notre milieu de travail et on a décidé que pour aider nos anges gardiens, comme notre premier ministre les appelle, sur le terrain, on allait répondre à des questions des professionnels de la santé. Aujourd'hui, les questions auxquelles on va répondre nous sont parvenues par les pharmaciens, par l'entremise d'une boîte qui s'appelle ProContinuum, qui nous a quand même envoyé 7 pages de questions que les gens qui sont sur le terrain en pharmacie se posaient. Et donc, si vous avez une association, soit les médecins, etc., puis que ça vous tente de nous poser des questions, envoyez-nous ça sur nos pages Facebook et on pourra se faire un autre Zoominaire pour essayer au mieux de répondre à vos questions. Fait qu'aujourd'hui, on continue encore. Je vous présente, si jamais vous avez jamais embarqué sur un de nos Zoominaires, 4 chercheurs et un virus, chers professionnels de la santé, on est 4 ici, donc c'est 3 de mes anciens étudiants qui sont devenus chercheurs ou notre petit poussin Catherine qui finit son doctorat. Alors, on a Pierrick Plusquelec, qui est un spécialiste des comportements non-verbaux et le stress, Marie-France Marin, spécialiste de l'apprentissage de la peur et le stress, et Catherine qui finit son doctorat sur les impacts de l'adversité précoce dans l'enfance sur la réactivité au stress plus tard dans l'âge adulte. Alors, je vais laisser les 4 personnes. On va commencer avec Catherine qui va donner sa question, la question qu'elle a choisie, à laquelle elle a décidé de répondre, et elle va répondre. Et bien sûr, comme je le disais, c'est un peu tout croche cette affaire-ci, c'est filmé en Zoom, mais vous aurez quand même les réponses à vos questions. Alors, Catherine, je te laisse commencer. Oui, donc moi aujourd'hui, je réponds à une question qui est revenue très souvent dans le sondage mené auprès des pharmaciens qui était comment gérer les colères des clients lorsqu'on leur annonce qu'ils ne peuvent pas avoir autant de médicaments qu'ils le veulent. On a même eu un exemple où il y avait un client qui demandait pour 10 mois de médication à l'avance, puis bon, les pharmaciens rapportaient que lorsqu'on leur dit non, les clients entrent en colère. Donc, pour expliquer ce phénomène-là, il faut savoir que les colères spontanées sont une conséquence qui est très fréquente du stress pour 2 raisons. Premièrement, quand on fait face à un stresseur comme un mammouth dans le temps de la préhistoire, on a 2 options, soit combattre ou fuir la menace, mais dans les 2 cas, on va cumuler énormément d'énergie pour y arriver. Et un des symptômes de cette énergie qui est cumulée mais qui n'est pas dépensée sont les colères spontanées. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'à chaque fois qu'on sécrète des hormones de stress face à un stresseur, ces hormones-là, elles vont remonter au cerveau puis elles vont accéder à des régions qui ont pour objectif de détecter les menaces dans l'environnement et de 2, venir réguler les émotions. Et dans les 2 cas, ça peut venir exacerber les colères qu'on va présenter en lien avec les menaces dans l'environnement. Donc, dans le cas où un client vient à la pharmacie puis il demande pour avoir pour 10 mois de prescription, lui, dans son cas, ce qu'il s'est dit, c'est que le mammouth, il était beaucoup trop gros, il est impossible à combattre et donc la seule solution est de le fuir. Okay? De le fuir à un point où, pendant 10 mois, il faut avoir suffisamment de médication pour ne pas retourner à la pharmacie. Et donc, un pharmacien qui vient dire, non, c'est pas possible pour moi de vous donner de la médication pendant 10 mois pour X, Y raison. Le client, lui, ce qu'il se dit, c'est « Oh mon Dieu, mais toi, en ce moment, tu me brimes dans ma fuite du mammouth. » Les hormones de stress vont donc faire leur action, ce qui va sortir en colère spontanée. Bon, qu'est-ce qu'on fait en lien avec cette situation? C'est sûr qu'on ne peut pas se dire « Bon, pour éviter les colères spontanées, on va donner autant de médication que les clients en demandent. » Ce n'est pas une solution qui est possible dans ce cas-ci. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est comprendre la raison pour laquelle les colères spontanées ont lieu en situation de stress, savoir qu'elles découlent de la réponse de stress du client et non de notre propre décision de ne pas donner cette médication-là pendant 10 mois. Et la deuxième chose qu'on peut faire aussi, c'est faire attention à notre propre stress parce qu'on sait qu'il peut y avoir une certaine contagion émotionnelle qui va se produire et qui va faire en sorte que la colère du client peut nous poser du stress à nous. Puis dans cette capsule-ci, Marie-France, entre autres, va parler de plusieurs stratégies qu'on peut mener à bien afin de diminuer le propre stress que nous vivons suite à ces événements-là, finalement. Merci beaucoup, Catherine, pour cette réponse courte. On va passer maintenant à la prochaine question avec Marie-France. Oui, donc la question est la suivante. Est-ce que je dois gérer mon propre stress si je veux aider mes employés et les clients ou les patients, en fait?
Donc, je vous dirais, oui, ça passe entre autres par votre propre stress, mais il ne faut pas non plus avoir tout le poids du monde par rapport à ça. Okay? Donc, chacun est responsable un peu de son propre stress. Mais c'est sûr qu'en tant que gestionnaire, vous avez une certaine action que vous pouvez prendre, mais en même temps, vous ne pouvez pas, comme je viens de le dire, contrôler le stress au complet de vos employés, de vos patients. Vous ne contrôlez pas à quel point ils s'exposent aux médias en venant à la maison, à quel point ils ruminent avec leur conjoint ou leur conjointe. Maintenant, si vous êtes capable de négocier votre propre stress, c'est sûr que ça va avoir un impact et que ça va diminuer le stress des autres autour. Comment? Parce que vous vous empêchez de devenir le mammouth de vos collègues. Et là, vous vous dites de quoi alors? Alors, c'est sûr que quand je suis stressée, on dirait, je vais vous dire, je ne suis pas la personne la plus agréable du monde à côtoyer, c'est clair. Donc, on se rappelle, comme Catherine l'a dit, la réponse de stress, c'est une mobilisation d'énergie pour fuir ou pour combattre un mammouth. Pensez-y 2 secondes, vous avez assez d'énergie pour combattre un mammouth. Fait que vous n'êtes pas comme, j'ai de l'énergie, c'est donc bien le fun. J'ai jamais eu autant d'énergie. C'est plus, j'ai de l'énergie, je veux tuer un mammouth qui est là. OK? Donc, c'est de l'énergie qui s'accumule et dans 99% de nos stresseurs de nos jours, on ne la sort pas, cette énergie-là. Elle s'accumule et donc, ça se peut que si tu me poses une question et que je suis hyper stressée à ce moment-là, ça va sortir tout croche. Ça se peut que je sois bête dans ma réponse. Ça se peut que je devienne imprévisible, menaçante pour ton ego. Et donc, vous vous rappelez nos 4 caractéristiques du ciné, contrôle faible, imprévisibilité, nouveauté, ego menacé. Si je suis à cran et que je n'ai pas sorti l'énergie, je risque de devenir votre ciné et votre petit mammouth. Donc, même si je suis la meilleure boss du monde ou la meilleure collègue du monde, et en passant, je n'ai pas la prétention de l'être, mais même si c'était le cas, je ne suis pas immunisée contre le stress. OK? Donc, je vais en vivre au quotidien. Puis, on vous le rappelle, dans le contexte actuel, c'est vraiment normal que tout le monde soit un petit peu plus stressé qu'à l'habitude. C'est tout à fait normal et souhaitable, en fait. Mais c'est sûr que si je prends la responsabilité de contrôler mon stress au fur et à mesure, ça va avoir un impact positif, oui, pour moi, mais pour les autres autour. La gestion du stress, je le dis souvent, c'est un peu comme on fait avec l'alimentation ou on fait avec l'exercice physique. Tu ne fais pas attention 2 fois par année. Ce n'est pas un changement de pneu, cette affaire-là. Donc, on essaye de le faire au fur et à mesure. Donc, lorsque vous sentez que les hormones de stress sont vraiment présentes, c'est le temps de dire, OK, je dois prendre action pour diminuer l'impact sur moi, sur mon bien-être psychologique et physique et sur le bien-être des autres autour de moi. Qu'est-ce que je peux faire? Écoutez, l'exercice physique, c'est la meilleure façon de le sortir. Hein? Vous avez de l'énergie, vous ne l'avez pas utilisée. Sortez-la. Là, vous dites, oui, mais je travaille des heures de fou, j'ai pas le temps d'aller. De toute façon, les gyms sont fermés. Prendre une marche dehors, c'est possible. Moi, en 2 rencontres, j'ai déjà fermé ma porte de bureau pour faire des jumping jacks tellement je ne pouvais plus. Donc, usez d'imagination, puis ça va le faire. Ensuite, ou danser la salsa dans sa cuisine, ça peut marcher. Tout à fait. Ou la danse en ligne, dépendant de votre niveau de talent. Hein? Riez aussi. Il y a plein de vidéos YouTube. Mon chum et moi, on s'amuse à faire ça. On sort les meilleurs coups, les meilleures répliques du docteur Arruda et vous en avez pour des heures à vous bidonner. Alors, n'hésitez pas à essayer de rire. Ça fait sortir l'énergie. Et notre fameuse respiration bédaine. Hein? Donc, on respire tranquillement. On fait tranquillement entrer l'énergie. On s'assure que la main sur le diaphragme va vers l'avant et on expire tranquillement. Faites-en 3-4. Vous allez voir que ça diminue les impacts du stress. On le sent immédiatement. Et je vais vous donner un défi de plus. Je vais vous donner un défi à instaurer pour vous-même dans votre milieu de travail. Mettez-vous comme défi de trouver quelque chose dans la journée pour lequel vous êtes reconnaissant, quelque chose de positif dans votre journée. Réentraînez votre cerveau à ne pas être seulement focusé sur le négatif. Et vous, comme gestionnaire, si vous avez des employés autour de vous, puis ils voient justement que vous essayez d'avoir une attitude positive et que vous êtes bien géré, vous allez voir, ça va faire des petits autour dans le sens que ça va avoir un impact positif sur toute l'ambiance au travail. Donc, ce que je vous dis, c'est que prenez votre stress en main. Au fur et à mesure, vous allez vous sentir mieux, ça va avoir un impact sur les autres, mais ne vous mettez pas tout le poids du monde. Vous ne pouvez pas contrôler à 100% le stress des autres. Ils ont chacun leur part à faire dans ce beau travail-là. Voilà. Et je ne sais pas, Marie-France, si c'est toi qui parlais de ça ou Pierrick, mais une autre solution aussi, c'est d'aller se coller sur l'employé qui est de bonne humeur cette journée-là. Là, parce que justement, ces gens-là vont avoir un effet positif sur nous. Et donc, il y en a toujours un plus de bonne humeur qu'un autre dans la gang cette journée-là. Et donc, quand on veut diminuer ça, ça va aider d'aller côtoyer ces personnes-là. Tout à fait. Et de pas, justement, on a tendance à aller vers celui qui va mal parce qu'on a tendance à le voir et à le détecter, mais réentraîner votre cerveau à changer de focus. Parfait. Merci beaucoup. Pierrick? Oui, alors merci Marie-France d'abord parce que tu me mets de bonne humeur, donc tu es une excellente collègue. Je veux juste te le dire, j'en profite pour te le dire tout de suite. Donc il y a eu beaucoup de questions effectivement sur la gestion du stress des autres, que ce soit les collègues, les clients, les patients. Et Marie-France, tu viens de nous expliquer qu'on ne devrait pas se sentir responsable du stress des autres, et c'est vrai. Mais il est parfois difficile en fait de se retrouver
face à une personne stressée ou en colère parce que ça résonne en nous, hein, littéralement. Puis ça nous vient des études de Tony Buchanan qu'on connaît tous, hein, qui a montré que quand on regarde une personne qui est en train de se faire stresser, on va avoir une élévation de cortisol qui est proportionnelle à cette personne, donc une élévation de cette hormone de stress. Alors, moi, j'aimerais vous donner aux professionnels de la santé, en fait, un truc que j'ai trouvé en situation sociale, qui est, quand vous êtes face à quelqu'un qui est stressé, il y a 3 choses que vous pourriez faire. La première chose à faire, c'est de reconnaître qu'elle est vraiment stressée en regardant les signes du stress. Hein. Je pense que Catherine t'en a donné certains, Marie-France aussi. Donc, mais on peut ajouter les personnes qui ont le souffle court, qui sont agitées, qui ont un pitch dans la voix qui est un peu plus haut, c'est-à-dire qui ont une voix un peu plus aiguë, que c'est très facile à reconnaître quand vous connaissez bien la personne, qui vont se ronger les ongles, qui vont se mordiller les lèvres. Hein, de cette manière-là. Des fois, c'est propre à chacun, donc il n'y a pas un signe qui nous dit que la personne est stressée d'un point de vue non verbal, mais on peut quand même s'y référer. Puis évidemment, les fameuses colères spontanées. Alors, une fois que vous avez reconnu qu'une personne était stressée, que vous vous dites « Hey, cette personne-là, elle est vraiment stressée », il faut absolument que vous relâchiez les mammouths qui ne sont pas à vous. Ça veut dire quoi? Vous connaissez peut-être cette image d'une personne qui est dans un trou, puis là, vous arrivez, puis vous avez 2 choix. Hein. Soit vous décidez de sauter dans le trou pour l'aider tout de suite, mais vous ne serez pas capable de remonter. Soit vous décidez d'aller chercher une corde, donc ça va prendre le temps que ça va prendre, mais vous prenez une corde, puis vous la tendez à la personne, et à ce moment-là, tout le monde va être sauf. Ben, dans le stress, c'est pareil. Ne prenez pas les mammouths qui ne sont pas à vous. Ne prenez pas les stresseurs qui ne sont pas les vôtres. Et la dernière chose à faire, donc dans cet ordre, reconnaître, relâcher, c'est de refléter le stress aux personnes qui le vivent. Donc, leur dire, oui, j'ai l'impression que tu as l'air stressé. Est-ce que c'est pour un stresseur absolu ou est-ce que c'est pour un stresseur relatif? Vous êtes capable de l'identifier parce que le stress absolu, c'est celui pour notre survie. Donc, si les personnes sont vulnérables, comme vous avez peut-être en face de vous souvent, en fait, vous allez pouvoir expliquer ce stresseur absolu et dire quelles sont les mesures qui sont mises en place pour le diminuer. Et puis, le stresseur relatif, c'est tous ceux qui sont liés au ciné, contrôle, imprévisibilité, nouveauté, ego menacé. Puis là encore, il y a moyen de leur dire « je pense que vous avez peut-être la sensation de ne pas avoir le contrôle ou que la situation est imprévisible, voilà ce qu'on peut faire pour vous aider. » Donc ça, reconnaître, relâcher, refléter, moi j'appelle ça les 3 R, c'est juste une manière de s'en souvenir. Le phénomène de résonance au stress, il fonctionne pour l'ensemble en fait des émotions, hein. C'est ce qu'on appelle la contagion émotionnelle. Sonia l'a très bien dit tout à l'heure, puis la contagion émotionnelle, le bon moyen de l'utiliser aussi, c'est que ça marche dans le sens positif, c'est-à-dire que si vous êtes avec une personne qui est calme, qui est plein d'énergie positive, écoutez, passez un peu plus de temps avec ce patient ou ce client juste pour vous ressourcer. Collez-vous au collègue qui, lui, est positif parce qu'il va vous ressourcer aussi. Donc, littéralement, soyez un peu stratégique à certains moments de votre journée pour ressourcer vos émotions puis diminuer votre stress en vous servant des autres. Donc, voilà les petits conseils que je pourrais donner. Puis quelque chose, je voulais rajouter un peu sur ce que tu disais, Pierrick. Oui, quand on a affaire à quelqu'un qui est en état de crise devant soi ou en colère spontanée, on peut essayer avec cette personne-là de lui faire déconstruire son stresseur en contrôle, imprévisibilité. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que quand les hormones, et ça, Catherine en a parlé, quand les hormones de stress sont au cerveau et que là, les gens sont dans cette colère, il y a un niveau de stress qu'une personne peut atteindre où je peux t'assurer que peu importe ce que tu vas lui dire, ça ne rentrera pas. Ils seront vraiment là, l'attention sur la menace, etc. Et là, vous avez devant vous quelqu'un qui est comme Pierrick le disait, avec un regard qui butine beaucoup de gauche à droite, il cherche la menace. Et donc, vous allez vous rendre compte assez rapidement qu'il n'y a rien à faire. Là. Il n'y a rien qui va rentrer cognitivement dans la tête de cette personne-là. Et c'est ce que je dis souvent. Dans ce cas-là, souvent, d'abord, ne dites pas à la personne « calmez-vous », c'est la pire affaire à faire à quelqu'un de stressé. Mais l'affaire à faire, je dis toujours, la fuite est une option. Hein, c'est une des 2 options que notre cerveau nous a données. Je pense que dans ce cas-là, si vous sentez que votre porte-boutarde vous monte au nez, puis là, ça va mal finir, de vous retirer et d'aller annoncer le mammouth à l'équipe en disant « Bon, j'ai un mammouth en avant, y a-t-il quelqu'un qui se sent prêt à le négocier? » C'est pas comme ça qu'on va appeler le client, je suis d'accord, mais je dis, il y a un stress en avant, il y a quelqu'un qui a de la misère. Et il va en avoir un sûrement dans l'équipe qui va te dire « OK, je me sens capable, parce que si vous-même, votre moutarde vous monte au nez, là, vous allez vous retrouver avec la police puis tout ça. » Fait qu'il y a comme, la seule affaire que je voulais rajouter, il y a comme des niveaux de stress. Hein, vous avez 10 clients qui débarquent, qui ne sont pas tous dans la même situation de stress aigu. Et donc, il y en a qu'on peut raisonner
en essayant de les aider à déconstruire leur stress puis tout ça. Puis ceux qui sont vraiment topés, bien, la fuite est une option à ne pas laisser tomber, j'aurais tendance Puis à dire. comme Marie-France le disait un peu plus tôt, c'est important de négocier son stress à tous les jours parce que si on cumule ça pendant une semaine puis qu'on rencontre des clients frustrés, qu'on est entouré de gens très stressés à tous les jours puis qu'on attend le samedi pour aller faire notre petite course, bien, il peut y avoir un cercle vicieux assez important qui se pose à chaque jour ensuite de ça au travail. Oui. Bon, bien parfait. Fait que c'était à mon tour, la senior du groupe. Alors moi, j'ai choisi une question qui était assez difficile, mais je vais essayer d'y répondre au mieux. C'était une question, on disait comment est-ce que c'est bien beau le stress et tout ça, mais comment est-ce qu'on peut faire pour gérer le manque de matériel? Il n'y a plus de masques, il n'y a plus de médicaments, il n'y a plus si, je veux dire là, je veux bien me dire que c'est nouveau, imprévisible, etc. On a un sérieux mammouth ici, il y a un manque de matériel. Et bien ça me permet de vous refaire la différence, de vous redonner la différence à laquelle Pierrick a parlé un petit peu, dont Pierrick a parlé un petit peu plus avant tantôt, entre un stress absolu et un stress relatif. Donc, un stress absolu, c'est une menace réelle pour la survie, un feu, une pénurie de médicaments, etc. Tandis qu'un stress relatif, c'est 4 caractéristiques, hein, nouveauté, imprévisibilité, sens du contrôle faible et ego menacé, qui vont faire en sorte que vous allez produire une réponse de stress autant que si c'était un stress absolu. Maintenant, il est rare de nos jours, en 2020, pré-COVID en tout cas, qu'on faisait face à des stress absolus. Par contre, dans ce cas-ci, la COVID va amener chez certaines personnes l'exposition à des stress absolus, que ce soit par exemple votre parent qui est en train de mourir de la COVID, quelqu'un que vous aimez, vous avez peur de revenir à la maison, le donner à vos enfants, et la pénurie de médicaments ou de choses nécessaires à notre survie, oui, c'est un stress absolu. Et c'est difficile d'aider des humains à négocier un stress absolu parce que dans le temps du mammouth, bien, on partait tuer le mammouth, puis si on survivait, bien, on s'était adapté, puis on le mangeait, on survivait, puis on repartait chasser un mammouth. De nos jours, c'est assez difficile. Donc, négocier un stress absolu de nos jours, c'est pas facile et c'est pour ça qu'on a tellement mal au ventre d'un stress absolu. On se sent complètement... on n'a aucun moyen de gérer ça. Et c'est partiellement faux. Je vais vous raconter l'histoire des parents d'enfants leucémiques. Et donc, les chercheurs disaient, est-ce qu'on a encore des situations aujourd'hui qui sont des stress absolus? Alors, ils se sont dit, si on étudie les parents qui ont des enfants leucémiques et donc qui peuvent mourir, on s'entend que ce n'est pas un stress relatif, c'est un stress absolu. Ça doit être vraiment, vraiment stressant. Et on sait que les hormones de stress, quand elles sont produites, elles affectent le système immunitaire et peuvent nous faire tomber malades nous-mêmes. Alors, ils se sont dit, si les parents d'enfants leucémiques ont vraiment affaire à ce stress absolu, c'est sûr qu'eux-mêmes, ils vont tomber malades. Ils ont étudié les parents de ces enfants-là. Ils ont montré que oui, il y a un bon pourcentage, effectivement, qui vont tomber malades, mais il y a un pourcentage qui était complètement résilient, donc qui ne tombaient pas malades. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont étudié particulièrement ces parents-là qui s'en sortaient, somme toute, assez bien, pour voir s'il n'y aurait pas une caractéristique commune qui les décrivait. Et ce qu'ils ont observé, c'est que ces parents-là, c'était les parents qui avaient l'habitude, et ça, les médecins n'aiment pas trop ça, et peut-être pas les pharmaciens, mais vous allez comprendre pourquoi ils le font. C'était le genre de parents d'enfants leucémiques qui allaient embarquer sur Internet le soir venu ou qui allaient aller chercher de l'information dans les livres à la bibliothèque pour tout lire sur le type de leucémie de leur enfant. Et là, ils revenaient voir le médecin lundi matin en disant, là, vous savez, à la clinique Mayo, je pense qu'il y a un traitement, etc. Et qu'est-ce qu'ils faisaient les parents en allant se nourrir de cette information-là? Ils augmentaient leur impression, et là l'importance du mot, leur impression d'avoir le contrôle sur la situation. Bien sûr, ils n'auraient jamais le contrôle sur la leucémie de leur enfant, mais ils augmentaient l'impression d'avoir le contrôle et cette impression-là était suffisante pour diminuer les hormones de stress et les empêcher de tomber malades comme les autres parents tombaient malades. Et donc, la solution dans un temps de pandémie comme ça, devant des stress absolus comme la pénurie de médicaments, etc., il n'y a rien que vous pouvez faire pour avoir plus de masques ou de propofol ou de quoi que ce soit. Il faut augmenter l'impression d'avoir le contrôle et là, la solution vous appartient. C'est-à-dire que nous, chercheurs de stress, on vous donne la manière d'aller diminuer les hormones de stress, mais vous devez toujours en faire une partie. Je ne sais pas c'est quoi dans votre milieu de travail qui peut donner l'impression à votre équipe d'avoir plus de contrôle, mais c'est tout ce dont vous allez avoir besoin. Et quand je regarde la pandémie à l'heure actuelle et tous ces milieux médicaux un peu partout, quand on écoute un hôpital, dis-moi c'est mon problème, c'est ça mon problème, un autre CHSLD, c'est jamais le même problème à chaque endroit. Ça me fait penser à un village en temps de guerre dans le temps médiéval. Fait que là, il y a tous les villages
du règne du roi. Et là, ben, les villages, ils se font attaquer. Puis là, ils disent, coudonc, les troupes du roi, c'est là où avant qu'ils débarquent, on est en train de se faire tuer toute la gang. Ils étaient supposés venir nous défendre, puis on attend encore les guerriers du roi. Mais là, les guerriers du roi sont bien occupés à défendre les 14 autres villages. Et donc, les villageois sont devant un stress chronique. Ils se disent, coudonc, on est laissés à nous-mêmes. La réponse est oui, parce qu'on est en temps de guerre. Et ceux qui vont s'en sortir, c'est ceux qui vont dire, oh, ouais, bien, on va s'organiser d'abord. On va faire les affaires à notre façon, puis on va essayer de trouver un moyen de se défendre sans attendre nécessairement que les troupes du roi viennent. Et ceux qui vont trouver une façon du mieux qu'ils peuvent d'augmenter leur sentiment de contrôle devant l'ennemi qui débarque, ça va être eux qui vont survivre et ça va être eux qui vont avoir la moins grande réponse de stress. Donc, je pense que de s'asseoir avec les employés devant un problème qui fait mal au ventre à tout le monde, puis dire, OK, qu'est-ce qu'on pourrait faire ici dans notre petit village pour nous donner l'impression d'augmenter le contrôle? Même si vous n'allez pas avoir plus de médicaments, même si vous n'allez pas avoir plus de masques, oui, ça va diminuer le stress de vos troupes. J'en suis à peu près certaine. Et c'est difficile à faire devant un stress absolu. Mais encore là, rappelez-vous, c'est vraiment l'impression d'avoir le contrôle sur la situation. Et ça, il faut travailler en équipe pour ça. Si chacun essaye de le faire chacun chez soi, essayez d'imaginer 350 villageois, essayer chacun à leur façon, ça ne fonctionnera pas. Et donc, c'est pour ça que ça va devenir très, très important de travailler en équipe. Une fois que vous avez appliqué les techniques de Catherine, Pierrick et Marie-France pour ne pas vous chicaner entre vous autres, puis gérer le stress de tout le monde, ça devrait pouvoir fonctionner. Alors, est-ce qu'il y a des gens dans ma gang qui ont des points à rajouter avant qu'on ferme ce Zoominaire pour nos professionnels de la santé? Tout à fait. En fait, tu l'as dit, de le faire en équipe, c'est une bonne idée parce qu'on est plus créatif en équipe. Et présentement, c'est sûr que quand on est très stressé, la créativité, ça part de notre lobe frontal qui est en avant, qui est rempli d'hormones de stress. Fait que ça devient difficile. Mais si, en équipe, on est capable d'être créatif, de nommer des façons on pourrait faire ça pour reprendre le contrôle, comme tu dis, c'est une impression, bien, ça va aussi aider à réguler le stress. Fait qu'utilisez la force de l'équipe et soyez créatif le plus possible, imaginatif, ça va avoir un impact immédiat sur les hormones de stress. Et si je me permets un autre, si je voulais avoir votre point de vue là-dessus, il nous reste quelques minutes parce que vous avez répondu très rapidement à mes questions ce matin, mes très chers amis. Il y avait une autre affaire. Comment on fait pour négocier une personnalité hostile dans le groupe? Parce que oui, c'est le fun de travailler en équipe, mais j'ai vu passer quelques questions. Tu sais, j'ai une couple d'hostiles qui ne veulent rien savoir, mais ils sont tout le temps enragés noir. Si tu es assis en équipe, faire un brainstorming pour trouver la façon de sauver le village, bon, c'est jamais très bon. Quelqu'un veut dire de quoi là-dessus? Bien, j'allais dire peut-être justement si ça contamine toute l'équipe parce qu'une personnalité hostile, on le sent tout de suite, hein, ça va déborder sur les autres, ça va avoir un effet de contamination. Fait que c'est peut-être une bonne stratégie comme gestionnaire à ce moment-là de le faire travailler sur des tâches qu'il n'y a pas besoin de travailler en équipe. De plus, pas sans l'isoler, évidemment, de dire qu'on est là présent, mais de ne pas nécessairement l'impliquer trop dans les processus parce qu'on a besoin de plusieurs personnes pour éviter de contaminer tous les soldats finalement. Tout le monde a ses forces aussi. Là, c'est sûr que l'affiliation pour trouver des solutions, c'est super utile, mais tu peux avoir un groupe qui, lui, s'occupe de trouver ce type de solution-là, puis un autre groupe qui est plus sur le terrain puis qui va faire d'autres types de tâches. Donc, tu sais, en tant que gestionnaire, ça fait aussi partie du travail que de réfléchir aux forces et aux faiblesses de chacun puis d'essayer de les diviser dans des équipes qui vont avoir des tâches différentes. Oui, puis l'autre chose que moi j'ai appris en dirigeant un centre de recherche, c'est que très souvent, puis la personnalité hostile, c'est un trait de personnalité au même titre que la personnalité anxieuse, la personnalité consciencieuse. Ce sont des différences individuelles et ils n'ont pas été créés, comme je le dis, pour écœurer le peuple. Là, ça a des forces, comme tu le soulèves. Et souvent, moi, quand je dirigeais le centre de recherche, j'ai remarqué que les gens qui avaient des personnalités hostiles, souvent, ils étaient fâchés parce qu'ils n'avaient pas trouvé la façon de dire ce qu'ils avaient à dire. Donc, ce n'était pas nécessairement dans un groupe qui allait le faire. Est-ce que c'est parce qu'ils sont plus timides? J'ai aucune idée. Mais quand tu arrives à trouver une façon d'écouter ce qu'ils ont à dire, bien souvent, ça avait de l'allure, tu sais, exactement comme tu l'as dit. Donc, c'est peut-être que le médium utilisé pour les laisser s'exprimer, c'est pas le même. Donc, c'est pas tous les gens qui s'expriment de la même façon dans un groupe versus tout seul. Et donc, si, par exemple, vous êtes le patron de la pharmacie, il y en a une gang qui vont triper à travailler en équipe pour trouver une solution. Puis, il y en a peut-être avec une rencontre un à un, ça va leur permettre d'exprimer ce qu'ils n'oseraient pas exprimer et ça risque de diminuer l'hostilité aussi. Fait que ça va?
Alors, ben, je remercie tout le monde. Je vous remercie d'avoir participé à ça. Vous pouvez le réécouter quand vous voulez, dans votre bain, quand vous relaxez, etc. Quand vous avez un client trop hostile, vous pouvez aller dans le backstore en arrière et écouter ça. Alors, écoutez, on vous souhaite de bien continuer sans trop de mammouth et on se revoit. Merci à vous tous.